Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans cette salle Henri Langlois, bienvenue à la Cinémathèque française et bienvenue dans le cadre de la rétrospective des films, rétrospective intégrale des films de David Cronenberg. Cette rétrospective a commencé lundi dernier, en présence du cinéaste, et avec la projection de son dernier film en date, Les Linceuls, The Shrouds, qui sortira en salle, donc le 30 avril, pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, le 30 avril. Voilà, et jeudi dernier, ici même, avec Frédéric Bonnaud, le directeur de la Cinémathèque française, nous avons eu le plaisir de nous entretenir avec David Cronenberg lui-même à la suite de la projection de La Mouche. Aujourd'hui, nouveau rendez-vous exceptionnel, cette fois-ci, vous le savez évidemment, avec Viggo Mortensen, à la suite de la projection des Promesses de l'ombre. Viggo Mortensen, là aussi vous le savez, c'est un acteur particulier, et particulier dans le cadre qui nous intéresse parce qu'il détient un record, le même que celui de Cronenberg. Ils ont tourné tous les deux 4 fois ensemble, et ce n'est jamais arrivé dans la filmographie du cinéaste. 4 films ensemble, History of Violence en 2005, Les Promesses de l'ombre en 2007, The Dangerous Method en 2011 et Crime of the Future en 2022. Voilà, ils en sont à 4 pour l'instant. Cet acteur, Viggo Mortensen, nous le recevrons parce qu'il a été évidemment un témoin et un acteur privilégié, j'allais dire, de l'art du cinéaste. Il pourra nous en parler évidemment. Entre les deux, il y a une collaboration, mais qui relève, on peut dire, de l'alchimie. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du cinéma, mais là c'est évident, une alchimie, une complicité qui fait qu'ils aiment à se retrouver et qu'ils aiment à travailler ensemble. Et puis Viggo Mortensen nous dira comment il se prépare à entrer dans ce genre de rôle, les rôles que lui propose justement David Cronenberg. Voilà, donc, sans plus attendre, Frédéric Bonnaud et moi-même, on vous donne rendez-vous avec Viggo Mortensen et on lui réservera l'accueil qu'il mérite à la suite de la projection des Promesses de l'ombre. La dernière chose que je voulais vous demander, mais c'est pour le dire à l'acteur, qui voit les Promesses de l'ombre pour la première fois? Ouais, c'est bien. Voilà, vous êtes les bienvenus. Bonne projection et on se retrouve tout de suite après le film. Des Promesses de l'ombre, mais aussi de History of Violence, A Dangerous Method ou Les Crimes du futur. Bien sûr aussi l'acteur de Indian Runner, Capitaine Fantastique, le Green Book, évidemment la trilogie du Seigneur des Anneaux. Merci d'accueillir aussi l'acteur-réalisateur de 2 films indépendants en 2020 et 2022. Merci d'accueillir Viggo Mortensen. Merci de venir voir les Promesses de l'ombre. C'est un grand honneur d'être à la Cinémathèque française qui rend judicieusement hommage à la singulière carrière de David Cronenberg. Comme le maître est présent parmi nous, j'espère que vous comprendrez que je répondrai aux questions en anglais. I don't want to let anything get past you, so.
envie, ça m'a... Voilà, pour être sûr que David comprenne tout. Donc. Voilà, on y est. Viggo Mortensen, un grand merci de votre présence évidemment à la Cinémathèque française. On est ravis de vous accueillir et évidemment ravis de vous accueillir dans le cadre de la rétrospective des films de David Cronenberg. Donc la discussion que nous aurons évidemment n'abordera qu'une partie de votre travail d'acteur, celle qui concerne évidemment les 4 films que vous avez réalisés avec le cinéaste David Cronenberg. 4 films entre 2005 et 2022, donc une grande période, et puis un cinéaste, on le sait, qui est cher à votre cœur, puisque votre présence même ici, aujourd'hui à la Cinémathèque française, en témoigne. Et puis en même temps, en retour, on peut dire que vous êtes l'acteur qui a ouvert dans l'œuvre de David Cronenberg un nouveau cycle, une nouvelle période, puisque à partir de History of Violence, puis évidemment Les Promesses de l'ombre, puis Dangerous Method, ce sont 3 films que David Cronenberg réalise à la suite, et 3 films évidemment avec vous. Lorsque on interroge David Cronenberg, souvent il dit que vous avez, lorsqu'il vous a proposé le personnage de Tom Stall pour History of Violence, vous aviez longuement hésité. Je voulais savoir si, au moment où il vous a parlé du personnage de Nikolai dans Les Promesses de l'ombre, quelle a été votre réaction, quel a été votre temps de réaction, et j'allais dire, comment vous en a-t-il parlé? Est-ce que simplement il vous a donné le scénario à lire, ou il vous a raconté l'histoire et le personnage? Well, like with History of Violence, yeah, I was hesitant at first, and I think David thought I wasn't interested in doing the movie. We had breakfast in Los Angeles, he was there, and I actually didn't know that I was his #1 choice at that moment or not. I didn't know what the deal was, but the script was quite long, 120 something pages at first, I think it was, and there was a lot of violence, and it seemed very exploitative. Pour History of Violence, c'est vrai que j'ai hésité au départ, et David a pu croire que j'étais pas intéressée. Moi-même, je savais pas trop sur quel pied danser, je savais pas si j'étais son premier choix ou s'il y avait d'autres personnes comme ça sur les rangs. Le scénario était assez long, il faisait 120 pages, et il y avait beaucoup de violence qui me paraissait confinée peut-être à l'exploitation. And he said, "Oh, don't worry about it. I don't know if it was true, but he said he agreed and he was going to work on it." And I said, "Okay." And I guess I didn't really give you an answer, and I think you thought, he's probably not going to do it. I was just thinking about it. And then I called and we talked a couple times, I think, on the phone, and you were saying a little bit what you wanted to do, but I always thought, well, I was going to do it, but you didn't know that. And then one day you said, okay, you've called me now a couple of times, we've had some nice conversations. Are you doing the movie or not? I said, yeah, of course. Et donc David m'a dit non mais t'inquiète pas, effectivement je suis d'accord avec ce que tu dis, donc je vais retravailler un peu le scénario, et j'ai pas vraiment donné de réponse ferme. J'ai continué à réfléchir et on a rediscuté plusieurs fois, sauf que moi je savais que je voulais faire le film, mais David ne le savait pas forcément, et donc on a mis les choses au clair et je lui ai dit oui bien sûr je veux faire le film. J'avais vu I'd seen some of his several of his movies before, and I didn't know when I met him if he would, what it would be like to work for him as a director on the set. Would he be strange, or would he be pleasant? And I quickly realized that he would be both. He would be pleasantly agreeable and agreeably strange. Et ayant vu plusieurs de ses films, je ne savais pas comment ce serait de travailler ensemble. Est-ce qu'il serait étrange ou agréable? Et en fait, il est les deux. Il est agréablement étrange et étrangement agréable. And great sense of humor. And, well, in reality, to be completely honest, I've been forced to work for him several times.
because I can't really find work with anyone else, and I have no choice other than to direct my own films, one of which he is in. You know, and I thought I would get a measure of revenge, but I didn't. He did exactly what he wanted. C'est quelqu'un aussi qui a beaucoup d'humour. Bon, pour être tout à fait franc, j'ai été un peu obligée de travailler plusieurs fois avec David parce que je trouvais pas trop de travail ailleurs, à tel point que voilà, j'ai pas le choix, j'ai obligée moi-même de faire mes propres films. Donc c'est pour vous dire. Et il a joué dans mon premier film. Je pensais pouvoir un petit peu tenir un peu ma vengeance, mais même pas, parce qu'en fait même là, il en a fait qu'à sa tête. But seriously, it's been a great experience each time I've been able to work with you, and I've learned a lot, and I value the fact that we have a friendship and that we talk about many things, not just movies. And as I say, I like David's sense of humor. It's often at my expense, which is fine. And it's been a great journey. I hope we get to do more. You know. Donc à chaque fois, je dois dire que ça a été une très belle expérience. J'ai énormément appris et j'ai aussi, c'est précieux pour moi que nous soyons amis et qu'on parle pas uniquement de cinéma. Et j'aime beaucoup son humour, même s'il est souvent à mes dépens. Et surtout, j'espère qu'on aura l'occasion de continuer et de notre collaboration, de refaire des films ensemble. Le personnage de Nikolai dans Les Promesses de l'ombre, vos premières impressions et comment on se prépare à un rôle comme celui-ci. J'ai lu que dans l'été qui a précédé le tournage du film, vous avez passé du temps en Russie. Est-ce que ça compte et à quoi ça sert? Yeah, it's true. I did go. Actually, it was just before we started shooting. I went for, I don't know if it was 10 days or what, to Russia. I said, I'm going to go, I want to learn some things. I've learned how to speak the lines in Russian, and I've met some people outside of Russia who were, one in particular who had been in prisons and criminal, and he helped me to, the translation I got initially of the Russian was academic, so it was, you know, well spoken, and then he helped me to change something so that it would be, as well as Oleg, who was a Russian guy who worked with us, an actor, really good with teaching language and dialects and so forth, to speak a little bit more street kind of Russian. Oui, je suis allée en Russie effectivement juste avant le tournage. Je crois que j'ai dû aller y passer 10 jours. Et je voulais aussi un peu m'imprégner du parler et de la façon dont je pourrais dire mes répliques. J'ai rencontré aussi quelqu'un, en dehors de Russie, qui avait fait de la prison là-bas. Et ma connaissance à moi du russe jusque-là était relativement scolaire, donc j'ai aussi essayé, avec l'aide de quelques personnes, et dont Oleg, un des acteurs russes du film, à parler un peu moins de façon formelle et un peu plus stricte, justement. And I went there, I didn't know what I would find, I just wanted to look at people and places where this character was supposed to be from. Mysterious character. I liked the script when I read it a lot, and the script evolved to some degree. As always with David, you know, he really fine-tunes the script before we got there. Like with History of Violence, this 125-page script was 70-something pages when we started shooting. You know, he really took an axe to it. This script was in really great shape, but there were some layers that David added, which, among other things, there was a film made by a friend of mine, Alex Lambert, I think it came out in 2000 or 2001, called The Mark of Cain, which is about Russian maximum prison culture. I don't know how she got in there as a woman, as an American, but now it would probably not be possible. But she was able to go in there and film people, and that was really instructive, and especially about the traditional tattoos and so forth, and some books also that David and I shared, and that influenced, I think, well, that added some layers to the story. David and his screenwriter, Stephen Knight, incorporated those elements, and it had some resonances.
it had to do with not just present, but sort of you feel a long history that's particular to the Russian criminal world, and even to a certain religiosity to the story. I think it even, I think, influenced a little bit the music. That's how it felt to me that Howard Shore composed for the movie. Et donc j'ai eu envie d'aller voir les lieux qui auraient été familiers à ce personnage, donc les lieux dont il aurait été originaire, ce personnage mystérieux que j'aimais beaucoup à la lecture du scénario. David retravaille souvent beaucoup les scénarios. Là, par exemple, pour History of Violence, le précédent, et le scénario faisait 125 pages, il a été réduit à 75 pages, donc il n'hésite pas à sabrer, franchement. Celui-ci était vraiment très bien troussé, mais simplement, au fur et à mesure de moi, ce que j'ai pu voir autour de moi avant le tournage, on a pu ajouter des strates. J'avais vu ce documentaire de Alix Lambert qui s'appelle La marque de Caïn en 2000 sur les prisons russes. Je ne sais pas comment elle avait fait, mais elle avait réussi à s'infiltrer dans des prisons russes et à filmer des images, ce qui était extrêmement instructif. Aussi sur l'univers du tatouage et de la signification des tatouages dans ce milieu-là. Donc des lectures qui m'ont beaucoup aussi influencé, qui m'ont permis aussi d'apporter des choses au personnage et que Stephen Knight, le co-scénariste, et lui ont pu ajouter pour faire en sorte que ce personnage ne soit pas seulement dans le présent, qu'il ait vraiment tout un historique, notamment sur le monde criminel russe, et aussi toute la religiosité qu'il y a autour de ce monde criminel russe. Et je pense aussi que dans une certaine mesure, ça a pu influencer la composition de la musique ensuite par Howard Shore. And as usual, I didn't answer your question, but I will now. I went to Russia not knowing what I would find, but just interested in how people moved and looked, what men looked like in different places. I was in Moscow, I was in St. Petersburg, and then I went to the area where Nikolai was supposed to be from, although I don't know what his real name is. I came up with an idea of who he was, but that's who he pretends to be, Nikolai Luzhin, and to the Urals, to Ekaterinburg, and it was very interesting to see people. Well, in Moscow and St. Petersburg, I felt like that my phone, I don't know, I felt I was being followed a bit, maybe I was paranoid, but it didn't matter. I walked around freely, I went all over the place, took the subway, the metro, and just walked a lot everywhere in those cities. And it was just looking at people and trying to figure out what they found was funny. Often, if you're looking at a different culture, it's like, what is amusing, and there seemed to be a certain fatalism to everything, like the humor even was on that, and even the body language. And maybe this is centuries of oppression, serfdom, I don't know what, but it's kind of like this, you had a great day, and then, but what about tomorrow? It's always weighing on you that things are only going to get worse, it seems like. And then on TV, every night, Putin, much younger than now, he was on TV all the time, standing there like this, and talking, and I thought, well, that's interesting. I like that body language, so I borrowed some of that. And then I was just looking at people, policemen, men, women, kids, how they interacted, and I wasn't looking for anything concrete. I was looking visually. I wanted to know where he was from, what it looked like. When I went to the Urals region, I didn't feel I was being observed by anybody, and I even rented not a very good small car from somebody, and I drove around in the countryside and small towns and muddy roads, and that was interesting too, just to walk into places and have a drink, and then so I came back and I had these things. These aren't things that are you concretely play, but it just helps. At least it makes me less nervous. I feel like I've done everything possible to prepare. It's probably more psychological for me than anything else, but it just felt like I felt like I could legitimately try to play this character for David.
Je ne savais pas forcément ce que j'allais trouver en allant en Russie. Je voulais voir un peu l'allure des gens de l'homme de la rue, la façon dont les gens se bougent, se déplacent. Je suis allée à la fois à Moscou, à Saint-Pétersbourg, et puis aussi je suis allée dans cette région de l'Oural, vers Ekaterinbourg, dont Nikolai, le personnage, serait originaire. D'ailleurs, ce personnage qui n'a pas vraiment de nom, hein, c'est un peu moi qui ai du coup essayé de le caractériser et de le nommer. Je me suis un peu sentie suivie. Est-ce que c'était de la parano? Je ne sais pas, mais en tout cas, je me suis promenée, je me suis baladée j'ai pris le métro, je me suis demandé ce que les gens trouvaient amusant quand on est dans une culture totalement différente. On s'imprègne aussi de l'humour, de cet humour du désespoir, de ce côté un peu fataliste qu'ont parfois les Russes, peut-être dû à des siècles d'oppression, ce côté et alors qu'est-ce qui va se passer demain, on ne sait pas. Je regardais aussi tous les soirs évidemment Poutine à la télé, hein, même s'il était beaucoup plus jeune, il avait ce côté comme ça très raide, à en parler face caméra, donc son langage corporel m'a intéressée, je m'en suis un petit peu inspirée, je l'ai emprunté. Et puis les interactions entre les personnes, rien de concret, mais vraiment une imprégnation. Dans l'Oural, je ne me sentais pas autant observée, j'ai pu vraiment me balader incognito, j'ai loué une petite voiture, et je me suis promenée dans la campagne, j'ai pu me poser dans des endroits pour boire un verre de temps en temps. Et peut-être que, ça n'a rien influencé de très concret dans mon jeu peut-être, mais en tout cas, moi, ça m'a aidé à me sentir préparée et psychologiquement vraiment légitime à incarner ce personnage, oui. Vous avez un peu commencé à répondre, mais ce qui est fascinant chez Nicolas et la façon dont vous l'interprétez, c'est qu'il est double. Il joue, il interprète déjà quelqu'un et quelque chose, puisque c'est un infiltré. Nous, spectateurs, on va mettre un certain temps à comprendre ça. Mais vous, dans votre jeu, avec David Cronenberg, comment vous avez discuté de ça? De comment jouer quelqu'un qui n'est pas ce qu'il est, qui est autre chose que ce qu'il est, et qui doit jouer quelque chose d'invisible. C'était un peu comme l'expérience de tourner A History of Violence. Tom, Joey from History of Violence, there's a certain continuity to this character. They're both acting for everyone. In Eastern Promises, not for everyone, for the MI6 guy that he has a scene with, obviously he knows who he is, or he knows who he's not, who he's pretending, the person he's pretending to be. But it's this constant hiding of who you really are, that there was something in common there. And like with History of Violence, I think we didn't talk much about it. I mean, one of the things that I really enjoy about working with David, and this happened very quickly with History of Violence, we developed a shorthand where we didn't need to talk a lot about what we were going to do. We seemed to be in sync, and what we talked about is there's going to be moments that'll be subtle where you start to see a transition, and with someone like David directing, they're paying attention to every little gesture, and that's going to be taken care of in the editing room. It's not like you overact because you don't think the director's going to get it. It's the opposite with him. And in fact, he avoids, not only does he not do storyboards, but he doesn't rehearse. He's open to talking with you. So you don't have conceptual analysis, conversations. Plays what is concrete situations in the moment, reacting to the other actors and the situation. It's fine to do, and each film that we've done, and more, we talk a lot and share books and share research before starting, so a lot of conceptual analysis before, as much as you want, but then in preparing, but in doing, we never really need to speak that much about it. It just, there's a connection there, which I really appreciate, and I find it encouraging. Effectivement, comme dans History of Violence, le personnage est double, donc il y a cette continuité d'un personnage à l'autre. Alors
dans les promesses de l'ombre, il y a quand même l'homme du MI6 qui est au courant, mais c'est vrai que c'est un personnage qui est en permanence obligé de faire cette dissimulation. Mais de la même manière qu'on avait fait sur History of Violence, on n'a pas énormément discuté en amont. On a comme une sorte de langage au-delà des mots, lui et moi, comme une télépathie, on est un peu en phase. Il y a des moments où on sent dans le film qu'il y a des petits caps qui sont passés, des petites transitions. Mais comme David est extrêmement attentif à ça, il n'y a pas besoin de le surjouer. Je sais très bien qu'il va les saisir et ensuite il va faire en sorte au montage que ça se sente, que ça se voit. Comme c'est quelqu'un qui ne fait pas de storyboard et pas de répétition, il est extrêmement aussi ouvert à la discussion, pas dans un sens d'analyse conceptuelle, mais parce qu'il sait qu'un acteur joue des situations concrètes et réagit aussi à ce qui se passe autour de lui, au jeu des autres acteurs. Mais de plus en plus, au fil de nos collaborations ensemble, on se met à partager des choses qui ne sont pas la scène immédiate, mais nos recherches, nos lectures. On n'a pas toujours besoin de se parler immédiatement de ce qu'on va faire. C'est ce lien que je trouve extrêmement... c'est un soutien et un encouragement permanent pour moi. Il y a une chose dont il faut aussi parler à propos de la préparation, parce que ça a été crucial, c'est que dans le scénario tel qu'il avait été élaboré, le scénario de Steve Knight, la question des tatouages n'était pas un enjeu. Or, ça dit à quel point, j'allais dire, il y a une collaboration entre vous et que vous cherchez aussi des choses non seulement pour votre personnage, mais pour le film, et que David Cronenberg accueille aussi ces idées-là. C'est que la question des tatouages, elle est venue par vous. C'est-à-dire que vous avez cherché un livre, je crois même en 2 volumes, sur les tatouages de criminels russes, et vous en avez parlé à David Cronenberg, et cette question-là est venue infuser en quelque sorte l'histoire, et Dieu sait que ça a de l'importance dans le film. Oui, comme j'avais dit aussi le documentaire, le film de Lambert, The Mark of Cain, c'était aussi une histoire des tatouages criminels russes. Like traditional criminal tattoo culture, that's kind of disappeared now, and guys in prison now. Even then, it was beginning to be that way. Or like tattoos anywhere, Polynesian tattoos, whatever. But there had been for a long time a history of tattoos that are like a language that speak for you. It's your resume is on your body, basically. But there were lots. It was not just David, but it was his team. Carol Spear, his longtime collaborator, production designer. I brought a lot of things also that I found in Russia, the little objects that were used, and with David's approval. And there's a very collaborative atmosphere always on David's movies. He's very direct. His instructions and his observations are limited but direct, which is, he doesn't waste time, and he has no problem saying to you, well, that's the worst idea I've heard, maybe all year. Let me know if you have any other thoughts. And you're not discouraged, you're like, okay, it's like, let's cut to the chase, And, but there's an atmosphere, this is something I learned. It was really helpful to me when I started to direct, because I'd had experience of working with him. There are other directors who do the same, but he's really foremost, in my experience, of someone who knows how to get the most out of the crew and the cast, making it clear from the beginning that all ideas are welcome, all suggestions, all questions, that a good idea can come from anyone. And he'll use anything that's you have one chance to tell the story, so let's try to make it as good as possible. And what that does automatically for the actor and for the crew member is it's not just another job. You're part of the storytelling in a real way. You're not there just for your particular skill. But as a fellow storyteller, he makes the most of the team he has, and that's really good.
La tradition du tatouage, c'est une tradition qui est déjà un peu en voie de disparition, mais c'est vrai que à la grande époque, c'était vraiment comme un langage sur le corps. On avait son CV vraiment tatoué sur le corps. C'est quelqu'un, David, qui utilise vraiment toutes les ressources à sa disposition. Et moi, il était d'accord pour que je rapporte de Russie pas mal d'objets que j'ai donnés à la chef décoratrice Carole Speer. Et l'ambiance, en général, est tout à fait comme ça sur les films avec David, très collaborative. Il a des consignes et des observations qui sont limitées, mais très directes. Il ne perd vraiment pas de temps. Et il n'hésite pas à dire que quand une idée est vraiment la pire idée de l'année, en disant bon, mais si t'en as d'autres, n'hésite pas. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé quand moi je me suis mis à réaliser, c'est que en observant David, ça m'a beaucoup appris comment tirer le meilleur de chaque personne dans l'équipe. Il sait faire ça, il accueille toutes les idées et suggestions et il met tout tout peut servir en fait. Et il fait comprendre à chacun que c'est pas un travail comme un autre et on est là pour collectivement raconter une histoire et chacun n'est pas uniquement là que pour son poste. On contribue tous à faire la grande histoire du film. But let's be honest, he's also a tyrant. On Eastern Promises, for example, he would make sure that we were handed delicious small cakes, sometimes Russian, the best coffee and tea, and personally handing it out to people. But at the same time, he would play constantly en boucle these audios that would kind of echo throughout the plateau. Like, speeches from Stalin and Putin. It's disturbing. And then they would disappear. It's true. It's definitely true. And then he would whisper strangely, in the actor's ear. It was always the same phrase. It was, I trust no one. I don't even trust myself. And then, action. Bon, ben maintenant, il faut se rendre à l'évidence, c'est un vrai tyran. D'un côté, il nous servait des petites pâtisseries, le meilleur café, le meilleur thé, mais en même temps, il jouait en boucle des audios qui résonnaient sur tout le plateau. Et c'était des discours de Staline et de Poutine, c'était extrêmement perturbant. Et il chuchotait à l'oreille des acteurs comme ça, je ne fais confiance à personne, même pas à moi-même. Action. Parfois, dans le film, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce plan à la fin. Il y a le bébé qui est sur la banquette arrière, cette petite fille. Et ça, c'est le grand art de David Cronenberg. Je pense que n'importe quel cinéaste américain aurait fait un gros plan sur elle. Lui, il montre juste son bras nu qui sort du sac noir. Et c'est tout. L'art de ne pas montrer. Et on a encore plus peur pour cette petite fille, et on a encore plus peur qu'elle meure. En revanche, et je sais que vous y êtes pour quelque chose, dans la scène du sauna, là, on montre vraiment. On montre les corps, on montre les tatouages, on montre le sang, on montre les coups. Comment vous avez travaillé tous les deux? Vous dites qu'il est ouvert à toute proposition. Là, quelle a été votre proposition pour cette séquence? Sachant qu'il faut ajouter que pour cette séquence du sauna, c'est 3 lignes dans le scénario. Donc au départ, c'est très peu décrit, la grande séquence de combat. Et David Cronenberg n'utilise pas de storyboard. C'est-à-dire que, j'allais dire, la mise en scène, le découpage se fait dans le décor, en situation. Oui, mais on a beaucoup travaillé la chorégraphie I mean, in terms of how to shoot that sequence in the bath, in the hammam. It was ambitious and complicated in principle, and another director, even on a modest budget, would have shot for days to get all those details. But fortunately, for my body, David was
he managed to prepare and shoot that scene very efficiently, very quickly, day and a half, really. One day to get it, really. And I thought it was finished because I had like bruises everywhere. And then he said, I think tomorrow morning we want to get a few extra shots. And then the next day, of course, it took much longer time for the makeup people to cover the bruises than to put the tattoos back. But anyway, but it was done very efficiently, and we did rehearse physically what was going to happen very exactly. From the beginning of the shoot, we were doing, and this was done towards the end of the shoot. So we would show him, we would work on certain things, and in terms of the fighting, I found some books actually when I was in Russia before the shoot there were military books, manuals, incorporating fighting styles from different parts of the world, but that they use in hand-to-hand combat. And those were useful too to the stunt coordinator, and so we would show him a part, and then David would make some comments, and we kept working it up. So we worked on that a long time, just like Carol Spear and David worked for a long time to get the bathhouse thing the way they wanted it. And that was. I was glad it was so efficient, but it was really great to see, just in terms of how he and Peter Sushitsky managed to plan that sequence. It was really done efficiently. C'était toute une scène qui effectivement est très ambitieuse, très complexe sur le papier, et un autre réalisateur avec un budget modeste aurait mis plusieurs jours à la tourner. Heureusement pour mon corps, David a été extrêmement efficace. C'était à peu près 1 journée et demie de tournage. Le plus gros a été tourné sur 1 journée. J'ai cru que ça pourrait être seulement sur 1 journée parce que j'étais couvert de bleu à la fin. Mais David a eu envie de refaire une demi-journée pour avoir des plans supplémentaires, ce qui a nécessité évidemment plus de maquillage, et aussi pour remettre les tatouages, un petit temps supplémentaire. Mais on a vraiment quand même beaucoup répété à l'avance les placements et la façon dont ça allait être chorégraphié. En Russie, j'avais trouvé un manuel militaire sur les différents types de combats selon les pays ou selon les types d'armées. Ça a été assez utile aux coordinateurs aussi de cascade et un peu à toute l'équipe, mais c'est vrai que c'est très beau de voir comment Peter Sushitsky ensuite a planifié la façon de filmer cette séquence. And just one last thing about violence in general. With the history of violence and with Eastern Promises, some reactions that people seem to have, including some critics, was that it was extremely violent, that there was a lot of violence. And in reality, compared to, say, Scorsese movies and movies by other people, minimal violence is actually shown on screen in those 2 first movies that I worked on with David. Minimal. But there's the threat of violence is always there. And I think maybe one of the reasons that it feels like there's more violence, that you've seen more violence than you actually have, is because it's shown in a very clinical, kind of cold way, with real consequences, physical and I suppose psychological. Often in close-ups, certain details in that, and you feel like you've seen a lot more than you actually have. And there's an art to that. I mean, like we were referring to earlier, a certain discretion of what you show, what you don't show. The same goes for violence. And really, David is a master at understanding that it's often more important what you don't show in a movie and what you don't say in a movie. So you take a script that's 120-something pages, you cut it down to 70-something, and you make a great movie. Souvent dans History of Violence notamment et les promesses de l'ombre, les réactions de beaucoup de spectateurs et aussi de critiques très fréquemment est de dire que ce sont des films extrêmement violents, alors que par rapport à beaucoup de films, notamment des films de Scorsese, de fait ce qui est montré de violent est vraiment minimal, mais c'est cette menace permanente de la violence qui plane, qui donne cette impression, et aussi si on a l'impression d'en avoir vu plus que l'on en a réellement vu, c'est aussi parce que c'est montré de manière assez clinique,
un petit peu froide et avec des conséquences extrêmement claires et souvent en gros plan. Mais encore une fois, c'est utilisé d'une façon qui sert toujours l'histoire et c'est cette science de savoir ce que l'on montre et ce que l'on ne montre pas. Et pour moi, David est vraiment un maître dans la compréhension très fine de l'importance de ce que l'on ne montre pas et de ce qu'on ne dit pas. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un scénario vraiment à l'os qui ensuite fait un grand film. Dernière chose à propos de cette séquence du hammam, j'imagine c'est une question qu'on vous a souvent posée, mais c'est flagrant et en même temps c'est magnifiquement traité, c'est la question de la nudité, votre nudité. Est-ce que ça a été pour vous, entre vous, un débat, une question, ou plutôt du fait du lieu et de la situation, une évidence? Non, c'était une question pratique. We had a conversation before shooting that, some days before, and I said, well, how does it begin? Well, you're walking with a towel on, you're sitting, and these guys attack you. And I said, well, I don't think the towel is going to stay on the screen. Artificially, we sew it on throughout, and it might look really silly. This guy, how is this? You're going to pay more attention. Wow, is the towel going to fall off? It doesn't seem practical. I think probably it has to be with no, you have to be naked, right? And he said, yeah, that makes sense. And that was the only conversation I remember having about it. Right? C'est vraiment purement pratique. En discutant, il m'a demandé comment ça se passait quand j'entrais. La serviette, j'avais sans doute une serviette autour de la taille et elle allait évidemment pas rester là, sauf si on me la cousait peut-être. Mais au bout d'un moment, ça allait détourner l'attention du spectateur de regarder si la serviette allait tomber ou pas. Donc finalement, c'était logique et c'est la seule discussion qu'on a eue. C'était vraiment tout à fait naturel. Une autre grande réussite du film, c'est, je trouve, la question de l'équilibre entre les acteurs. C'est-à-dire que vous en faites très peu. Vincent Cassel, par exemple, lui en fait beaucoup. Et ça marche très bien. Comment on travaille ça? C'est-à-dire comment on travaille le degré d'intensité du jeu avec chaque personnage. Et même Armin Mueller-Stahl est très théâtral. C'est quand même le parrain. Enfin, voilà. Et donc, on voit bien qu'il y a du froid, du chaud, des intensités basses, des intensités hautes, et que le film est une modulation un peu musicale là-dessus. Yeah, David is always very careful in casting his movies, and just as in the other ones I worked for him on. In this case, all the actors seemed right, and their way of playing, different kinds of actors in this movie, were all different, but it seemed right, it seemed to fit, like you say, the contrast between the different acting styles and presentations of the characters. You started talking about Vincent's character, qu'il, and there was an interesting game, like what's not written, but I think that we got across. There's the character of Nikolai will use almost any means necessary. He'll do almost anything in order to infiltrate this criminal enterprise led by Semyon, the father of Vincent's character, played by Mueller-Stahl. And with Kirill in particular, which is a key for him, as far as infiltrating and this enterprise, there's a mostly subtle, sometimes not, but it's from Nikolai's side, it's like this withholding that he sometimes does, and then giving him a little bit, of manipulating Kirill sexually, basically. How much does he give? Then he sort of puts back, and makes it like, he's playing with him in a way. And so there's the two styles in that regard. That really worked for that game, I thought. The way Vincent's kind of hubris and his particular energy as an actor seemed to really work. There's a scene. I haven't seen the movie in a long time. You've just seen it, but there's a scene where Semyon wants to speak with
with my character, and he sends his son, kind of in a humiliating way, go downstairs and get me. And then Nikolai goes down and they have this conversation, and you really see that happening there. This game, you know. It sort of comes to a head in that scene, this manipulation. And it was interesting to perform, and you need someone else. You don't do it by yourself. You have, you know, in a scene like that, it's what is the other actor giving you, and what you give him or not give him in return. And I thought that was handled really well by David, and the choice of shots in that scene in the basement. I thought it was a good scene. David, oui, est très attentif à la distribution dans ses films, bien sûr. Et dans tous les films que j'ai pu faire avec lui, j'ai toujours trouvé que ses choix d'acteurs pour les personnages étaient toujours très justes, que ça collait très très bien. Il prend des acteurs avec un style de jeu, avec une allure pour coller au personnage. Le personnage de Kirill, donc joué par Vincent Cassel, c'était pas forcément quelque chose qui était écrit, mais on a très bien compris dans notre dynamique de jeu entre nous que donc ce personnage de Nicolas et le mien va employer tous les moyens pour infiltrer ce milieu criminel. Et Kirill, donc, qui est le fils du parrain, c'est sa porte d'entrée. Et de façon le plus souvent subtile, pas toujours, mais joue un peu comme ça, souffle le chaud et le froid avec Kirill. Il lui donne un peu, puis après il se retient ou il reprend un peu, comme une manipulation, un jeu sexuel presque un peu avec lui. Et le jeu de Vincent, plein d'hubris et d'énergie, s'adaptait, collait vraiment parfaitement à moi, en miroir ou en regard, ce que moi je donnais dans ce jeu-là, dans la scène où le parrain donc envoie son fils en bas pour reprendre des bouteilles et que Nicolas y descend lui aussi. On sent vraiment là, ce jeu-là qui est à son paroxysme. Et ça, c'est quelque chose qui se joue à deux, entre deux acteurs. C'est ce que l'un donne à l'autre. Et avec son partenaire de jeu, il y a beaucoup d'allers-retours. Et ça a été très bien ensuite rendu par David dans son choix des plans, notamment. And prior to that scene, there's a scene, it's a disturbing scene. It was then, and even more now, maybe. The scene where Nikolai has sex with a Ukrainian girl, and Kirill is there watching. You know, it's a very odd scene, and Nikolai sees there a chance to advance his cause, you know, using Kirill. Et juste avant cette scène-là, il y a une scène qui est extrêmement dérangeante où Nicolas couche avec cette jeune femme ukrainienne sous les yeux de Kirill. Et évidemment, Nicolas y voit une occasion de continuer à progresser dans sa relation avec Kirill. Donc il exploite ça à fond. Dans le même ordre d'idée, par rapport à ce que disait Frédéric, ce que vous répondez, c'est que on peut se dire, quand on voit le film, que d'une certaine manière, David Cronenberg est vraiment un sorcier, parce que Armin Mueller-Stahl est un acteur allemand, Vincent Cassel est un acteur français, Jerzy Skolimowski, qui joue le rôle du père de Naomi Watts, est polonais. Qu'est-ce que j'ai dit? Si, c'est ça. Oui. Et que vous-même, vous êtes à moitié danois. Et tout ce monde-là est russe dans le film. Donc, dans votre propre cas, j'allais dire, comment vous avez travaillé la question de la voix et la question de la langue, puisque vous parlez là, on pourrait dire, un anglais de Londres, avec un accent russe, et parfois même vous parlez en russe dans le film. Comment ça s'est travaillé, ça? Au début, il n'y avait pas... there wasn't as much Russian in the script originally. I don't know if that was... But we talked about it, and I just, as an exercise, when I was months before, I worked with a Russian person to translate everything I said, just to, why not? You never know, could be helpful, and just to know how you would say it. And then I worked with another guy who was more street and fine-tuned that. So I was kind of doing that on my own, but then the others were working in their way. And when we got to London, you know, the guy who tattoos the stars on me, this is Oleg, who's an actor who had to leave the Soviet Union, and he was helping us all with language, you know,
each of us speaks in a slightly different way, I suppose, but I thought it added something. The fact that there's scenes, like there's an intense scene with Semyon and Nikolai when he has sent Kirill down to the basement, where some is in English and some is in Russian, and I think it added a certain air of authenticity. But it's a movie, I mean, there are certain things that maybe to a Russian might seem like, I don't know if that's quite right, or it's a little extreme, but it's an impression of reality. It's not a documentary film, but that being said, at least speaking for myself, I did everything I could to sound as authentic as I could. And I think there's been, until then, the tradition, whether it was a movie made in France or England or in the US, movies made outside of Russia about Russians were notably terrible in terms of not only the accent when they're speaking French or English or whatever, but also the Russian spoken. It was often just nonsense. It had no resemblance to Russian, and many movies that were successful and even admired in some places. And I remember when we presented the movie in Toronto, I mean, that wasn't the first place, but I remember that speaking with a couple of Russian journalists who were pleasantly surprised that we had gotten a lot of things right and that it sounded much better than they were used to seeing. Usually they just think, oh, it's a joke. We're going to see another movie with fake Russians who don't sound like Russians at all. And at least here you guys made a decent effort, But it was important, and I think probably for Vincent and Armin, it was like for me, it added something that helped at least us feel that we were being authentic. Au départ, dans le film, il n'y avait pas autant de Russes dans le scénario, mais plusieurs mois avant de tourner, moi j'avais travaillé mon rôle et j'avais tout fait traduire. Sorry, and I didn't finish that. Then more was added, obviously by everybody, and with David's approval, he said, yeah, this could work, so a lot more. Yeah. Donc moi, par curiosité aussi, je me disais qu'est-ce que ça donnerait en russe mes répliques. Et puis après, j'ai donc travaillé avec quelqu'un qui m'a aidé à parler plus la langue de la rue. Une fois qu'on est arrivé à Londres, il y avait aussi ce tatoueur, l'acteur qui joue ce tatoueur d'étoiles, Oleg, qui est un acteur qui a dû quitter l'Union soviétique et qui est un peu devenu aussi notre coach linguistique, qui nous aidait un peu à trouver notre personnage, notre façon de parler. Et je trouvais que ça donnait de l'authenticité d'avoir des échanges entre le père et le fils, notamment à moitié en russe et à moitié en anglais. Et on est encore une fois, donc on fait du cinéma, donc certains éléments peuvent paraître plus ou moins réalistes, mais on a un devoir d'une certaine impression de réalité, mais on n'est pas dans du documentaire. Cela dit, j'ai quand même fait mon maximum pour que ce soit authentique. Et on nous a quand même dit que par rapport aux films moyens qui étaient faits à l'étranger sur des Russes ou en russe, sur des personnages russes, en général, en moyenne, c'est extrêmement mauvais. Le russe qui était parlé n'avait aucun sens. Et quand on a présenté le film, notamment à Toronto, je me souviens d'avoir discuté avec des journalistes russes qui disaient qu'ils étaient agréablement surpris. Parce que d'habitude, voilà, ils se disaient, bon, on va encore voir un film avec des faux Russes qui parlent n'importe comment. Et là, ils ont trouvé vraiment qu'il y avait un bel effort de fait de notre part. Et nous, le fait de travailler le russe, ça nous a aidé à nous sentir authentiques dans notre jeu. Et donc, c'est comme ça que, par la suite, David a effectivement ajouté de plus en plus de répliques en russe. Ce qui est passionnant et ce qui a dû vous passionner, c'est que ça passe par le corps. C'est-à-dire que dans History of Violence ou dans les Promesses de l'ombre, tout passe par le corps, ça doit s'éprouver. Il y a les tatouages, et le tatouage sur le genou, ça fait mal. Il faut boire de la vodka, et on voit. C'est le corps qui doit prouver quelque chose. Et de ce côté-là, c'est vrai que j'ai senti un peu un frisson dans la salle, j'avais oublié ça, la cigarette sur la langue. C'est un truc, peut-être vous savez le faire, vous l'avez appris il y a longtemps, mais ça prouve quelque chose. C'est-à-dire que c'est un flic, infiltré, mais en fait, il peut avoir ce geste génial d'un voyou, parce que c'est un geste d'un truand
ça vient de la rue. Ça, c'est une proposition que vous avez faite? Oui, il y avait des détails. There were some, little things that just, some happened, some just, that was something in the moment, and David liked it. Also, this gesture, was something that I had seen, and I tried it, and it seemed to work. But these little things all have to do with generally, and this is true of, I suppose, any good gangster film noir, is that even if the sort of outside the law violence and lack of concern for norms can be frightening to normal audiences, more or less obedient socially people, it's also very attractive to them, can be, I think. And these little details add to that attraction. It's like, ooh, I wouldn't do that, but it's interesting. Yeah, I think it all contributes, these little details, to that. And these are things, just gestures that can be very, concrete like that, or just little looks and things. David's very attentive to all these things. There were moments where those clear blue eyes of Armin, Mueller-Stahl, the way he used that. Also, there was something scary there too. It's just little things that, if I see it again, I'll notice more little things. But it's an attention to that. This is the story we're telling. This is the effect we want to hopefully have on the audience. I guess. Not maybe thinking about the audience. You're just trying to do the best job telling the story. But that's an element of it. I think the attraction of the incorrect, the attraction of the lawless behavior, gestures, little gestures included. Oui, c'est vrai que ce sont des petites choses. Ce geste en particulier, c'était, je crois, sur le moment que je l'ai improvisé et qui a plu à David. Je crois que dans tout film de gangster, il y a ce comportement de hors-la-loi, cette violence et cette absence de normes, ce fait de vivre en dehors des normes. À la fois, ça peut effrayer quand on le reçoit en tant que public, mais aussi ça peut séduire. Et ces petits gestes, ils ajoutent à cet attrait-là. On est un peu aimanté, on se dit « Ah là là, moi je ne ferai jamais ça évidemment dans la vie, mais ça m'intéresse ». D'un seul coup, on est un peu captivé, capté. Et aussi, David captait souvent, essayait de saisir des petits regards, ça passe aussi par ça. Le regard bleu profond de Armin Mueller-Stahl, par exemple. Et c'est cet attrait de ces gens qui sont sans foi ni loi. Voilà ce qu'il peut y avoir un petit peu fascinant là-dedans. David Cronenberg a dit que de tous les acteurs avec qui il avait tourné, vous étiez sans doute celui qui s'impliquait le plus dans un personnage, ou même qui s'immergeait littéralement dans le personnage. Et ma question, ce serait de savoir si vous êtes dans cette immersion-là. D'abord, est-ce que c'est difficile une fois que le film est sorti? On sait que certains acteurs ont du mal à sortir de leur personnage après lui. Est-ce que pour vous c'est un problème? Et l'autre chose, c'est si vous êtes ce type d'acteur qui fait des recherches, qui s'implique dans le processus, qui dialogue avec le cinéaste, qui cherche l'écosystème du film, qu'est-ce que c'est pour vous les grandes références d'acteurs? Est-ce que pour vous, il y a des modèles d'acteurs, il y a des exemples d'acteurs ou d'actrices qui, dans l'histoire du cinéma, ont compté pour vous, vous ont marqué, et dont vous avez, je ne veux pas dire Montgomery Clift, parce qu'il a joué Freud, mais disons, est-ce qu'il y a des acteurs comme ça, très intenses, qui ont marqué votre formation? Well, I hesitate to name an actor or an actress or for fear of leaving out others. It's partly, I think I referred to this earlier, it's like just a worry that I'm not making the most of this one chance to play this character, so I just look everywhere. Every actor is different, everybody gets there in a different way. And I respect anybody's way of working.
which can change from character to character, that works. And I think for a director, probably it's like, well, I don't know what you do in your private life, but as long as you show up on time and you give me something that's useful, fine. As far as your first question about me compared to other actors, probably I would ask if you'd be willing, if David, if you would maybe be willing to come up just to, maybe you should answer that question. Would you? I'm sure the audience would love to hear you. Je crois que c'est mieux si le maître répond à certaines questions. C'est un plaisir pour vous aussi. I'm in big trouble now. I won't be forgiven. What was the question? Honestly, my approach to directing actors is, I think, it's not generally understood that the main part of that is casting. The directing comes from casting. You have to cast the right actors. And I'm certainly not alone in this. I think Woody Allen does the same thing, but basically, I don't rehearse. That distresses some actors who are used to some rehearsal. But I really want to see what the actor brings on his own without my shaping it too much. Basically, I don't think I'm lazy, but I basically want just the actor to just get out there and do it, you know. It's and if you have the right actors, if you cast well, and of course there are preliminary discussions a bit, but you see what the actor brings, and often it's surprising, and it's a good thing that I didn't try to meddle with it. You know, I want to see what the instinct of the actor is. The first instinct. And then if it's wrong, or if I can see that there could be more, then there's some little discussions, but not much. Basically, as I was listening to Viggo talking about working with me, he's basically saying I don't direct. No, but I mean, you know what I mean. I don't mean it negatively. I mean, I say I'd rather not direct, actually. You know, I want to see what the actors do. And as I said, the essence of it is in the casting. Oui, ce qu'on ne réalise peut-être pas suffisamment, c'est que tout se joue et tout découle vraiment du processus de casting. Et pour faire ça, je ne suis pas tout seul. Je ne fais pas de répétition, ce qui peut déstabiliser certains acteurs. Mais j'ai envie de voir ce que l'acteur va apporter seul, sans que j'ai eu à le façonner ou sans que je l'ai façonné avant. Ce n'est pas par paresse, mais je considère quand même que c'est à lui ou elle de montrer ce que le rôle lui fait jouer, la façon dont il ou elle a envie de jouer le rôle. Et ça, si la distribution elle est bien faite, eh bien, on peut se laisser toujours surprendre, et c'est agréable même. Et c'est mieux que moi je ne m'en mêle pas au bout du compte, parce que l'acteur va jouer de façon plus intuitive, va suivre sa première intuition. Si ça ne va pas, ou si ça pourrait être mieux, évidemment on peut en discuter, mais finalement pas tant que ça. Et bon, Viggo a eu l'air d'insinuer qu'en gros je ne dirige pas, mais en fait c'est plus un rôle de guide, et je préfère peut-être pas trop diriger, je préfère voir ce que font les acteurs eux-mêmes. Mais c'est très vrai dans votre méthode. Bon, on a donné l'exemple de la cigarette sur la langue, mais je me souviens d'avoir vu un making-of du tournage de History of Violence, et il y a un moment où Viggo Mortensen est à l'hôpital, il est allongé dans le lit, et Maria Bello entre, elle est furieuse, elle est bouleversée, et on comprend qu'en discutant avec vous, elle a l'idée que son émotion est telle qu'elle va vomir. Et elle va vomir dans la salle de bain. Sauf que la salle de bain, dans le décor, n'existait pas. Et donc là, vous dites que l'idée vous plaît, donc vous accueillez l'idée,
mais ça fout évidemment le bazar sur le plateau. Et donc la chef décoratrice vous dit j'ai combien de temps? Et vous lui dites, en vous tournant vers votre chef opérateur Pisser Schutzki, vous lui dites oh, comme il est lent, tu as 1 heure. Yes, that's true. I don't know if it's significant, but Yes, it it's is. true. Well, thinking on your feet, you mean C'est ça, c'est la façon dont vous dirigez en vous laissant diriger par le... Speaking of in the moment, I just want to emphasize something when we talk about the. I didn't know that from, but Russians never do that, but they do now. I'm serious. Viggo has contributed this gesture to the Russian mob. It just suggests that underneath the exterior you see here, a very sweet, handsome, friendly man, there is a criminal. Et donc ce fameux geste que David a montré, c'est pour dire que je ne sais pas où tu l'as trouvé, mais en fait les Russes ne le font pas, en tout cas ne le faisaient pas, mais maintenant ils le font. Donc Viggo a contribué activement à la gestuelle de la mafia russe, parce qu'il faut voir sous ses apparences très gentilles, en fait c'est un truand. Peut-être une question pour tous les deux. On a beaucoup parlé de History of Violence et des Promesses de l'ombre. Pour le coup, j'allais dire le film suivant, c'est un drôle de défi. Peut-être que les 2 premiers personnages étaient des schizophrènes, et ensuite vous avez joué pas moins que Sigmund Freud. Comment on fait pour accepter, alors vous allez me dire c'est David Cronenberg qui réalise, mais comment on fait pour se dire oui, je vais jouer Sigmund Freud? Quel type de recherche là pour le coup on fait? À vrai dire, j'ai dit non. Tu as accepté? Je sais pas si c'était parce que j'avais peur ou... Non, je trouvais pas que j'étais l'acteur pour ce rôle. Yes. Well, Viggo actually helped me out with Freud, I have to say, because there was an actor whose name I will not mention, although it's Christoph Waltz, who came to me and said that he must play Freud in this movie. His grandfather knew Freud and had some dealings with him, and this was extremely important for him to play Freud. And I was thinking, well, you know, it's conceivable. He could. As an Austrian. Yeah, he's an Austrian. It could work. And then we started to build the financing of the movie around our actors, as we do. And then Christoph left the film because he got a better offer. I think he got paid $3 million to do Like Water for Elephants with Robert Pattinson. And I must say, at least, he did write me a letter of apology, saying it was because of his insecurity and weakness. And so I phoned Viggo, and I said, Viggo, you know, you're not as good at Christoph Waltz, but maybe... But we were in some dire straits, and I know that Viggo was a little afraid of doing Freud because it's not obvious casting, but that was really what made it exciting. But then there was quite a bit of time before we started shooting, and I went to Vienna, and I found in antique bookstores books that I knew from research that he had in his library. I found editions from the time, and I started reading some of these books, and then, you know, all the things I started finding and reading, obviously in English, his books, and
and which David knew well. And then in the conversations prior, in the emails prior, I started to actually enjoy it and see that, yeah, this could be possible, it could be fun too, and that he had he had a really good sense of humor, Freud, which I didn't know as much about. You know, I knew he spoke about jokes and all that, but I didn't realize it through his writing, and that he was such a really good writer. I mean, I think he was considered for the Nobel Prize for Literature at one point, just based on his writings. Apparently his writing in the German language was considered absolutely masterful, yeah. But in the process of sort of thinking about it and imagining, you know, I realized, yeah, he's right, this will be fun. Yeah. And It was a lovely shoot, it was a great shoot, yeah. And I liked it. I really liked working with those actors too. And I think, I just will say, I think, I don't know if it was true here, but especially in Great Britain, United States, and Canada, I don't know why, but Keira Knightley got a lot of flack, a lot of cruelly unfair criticism of the way she played Sabina Spielrein, and I thought she did an amazing job. It was a very brave performance, and her, like, the hysteria, or whatever you want to call it, was spot on as far as how it's described clinically. I mean, I thought she was amazing. I was totally happy with her performance. I thought she was brilliant, really, and wonderful to work with. Good luck. We will leave now. You'll be here for now. Non, donc Viggo nous a effectivement m'a beaucoup aidé parce que il y a un acteur que je ne nommerai pas qui s'appelle Christophe Waltz qui m'a dit, qui m'a abordé pour me dire qu'il fallait absolument que ce soit lui qui joue Freud parce que son grand-père connaissait Freud et il avait été en rapport avec lui. En plus, il était autrichien et que voilà, que ça marcherait très bien. On a construit le financement autour des acteurs et puis Christophe a reçu une meilleure offre, c'est-à-dire qu'il a été payé 3 millions de dollars pour jouer de l'eau pour les éléphants. Et bon, il m'a au moins écrit une lettre d'excuse en parlant d'insécurité et de ses failles. Bon, après, je me suis tournée vers Viggo, j'ai dit, Viggo, je sais que t'es pas aussi bon que Christophe Waltz, mais voilà, il nous a quand même beaucoup aidés et même si ça lui faisait peur de jouer ce personnage, on était quand même dans le pétrin et c'était pas un choix évident, mais c'était vraiment bien qu'il puisse nous entrer en jeu. Donc maintenant je vais traduire Viggo. Donc avant le tournage, j'ai eu du temps et je suis allée à Vienne et je suis allée voir les bouquinistes et j'ai lu des livres donc de l'époque, les livres que Freud, dont je savais qu'il les avait dans sa bibliothèque. Et ensuite, en discutant petit à petit avec David, j'ai pris goût un peu à ce personnage et je me suis dit qu'en fait, ça pourrait être un rôle en fait assez sympa à jouer. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'humour et il était considéré en fait comme un excellent écrivain. Il a même été envisagé pour le prix Nobel de littérature. Et puis aussi, je voulais dire que j'avais adoré travailler avec ces acteurs. Je sais que Keira Knightley a reçu des critiques extrêmement dures sur son interprétation, notamment des scènes d'hystérie. Et moi, au contraire, je trouve que par rapport à ce que moi je sais de ça, au contraire, elle avait un jeu extrêmement précis et extrêmement fin là-dessus. Peut-être une dernière question avant de donner la parole au public pour quelques questions. Viggo Mortensen a dit sur le tournage de Crime du futur qu'il était l'un des rares de l'équipe à avoir déjà tourné avec vous. Donc dans cette équipe-là, il y avait beaucoup de nouveaux. Et il a raconté que l'un des acteurs, après une scène sur le tournage, était venu le voir en parlant de vous et lui avait demandé « Est-ce que tu crois qu'il est content ?» Parce que... Donc, est-ce que vous accréditez l'idée que sur un tournage, vous êtes à la fois aimable et énigmatique? Et est-ce que c'est important pour un cinéaste d'être énigmatique sur un tournage? Ça aide? Well, we're really talking about Léa Seydoux, who, Viggo took, she did go to Viggo and say, I can't tell if David is happy with my performance or not. Is he happy?
And Viggo said, oh yeah, he'd tell you if you didn't like it. It's very simple, but it's true. I don't feel like, I don't treat my actors like children. You know, I don't have to, like children, you sometimes go over the top and say, that was fantastic, you were great in that football game or whatever, even though they were terrible. And, but with that, I don't feel that's something I do with a mature actor, you know, it's like, okay, yeah, good, let's go on, you know, and just, that's basically it. After that, she, you know, she wasn't concerned. After that, yeah, she knew. Oui, en fait, il se trouve que c'est Léa Seydoux, hein, pour encore une fois, pour ne pas la nommer, qui est allée voir Viggo pour lui dire qu'elle n'était pas sûre qu'il aimait, que j'aimais son interprétation. Et Viggo a simplement répondu, bah, t'inquiète pas, il te le dirait, hein, tout simplement. Moi, j'ai pas envie de traiter mes acteurs comme des enfants. J'ai pas besoin d'avoir des réactions exagérées comme avec un enfant. Oh, oui, t'étais super dans ce match, même si l'enfant était nul. Là, j'ai affaire à des adultes et simplement, je dis, bah ok, très bien, on avance. Et en fait, ça lui a suffi. Je crois qu'ensuite, elle était plus du tout inquiète. Et je lui ai dit, s'il ne te parle pas après une prise, c'est bon, c'est parce que ça lui plaît. Bon signe. Félicitations. Est-ce qu'il y a des questions et je ne sais pas où est le micro, mais allez-y si vous avez le micro. Montrez-vous, de sorte que... Oui, allez-y. Hello. Merci Viggo et David de votre intervention. Parlez fort. Ouais. Et une question à Viggo. Comment vous sentez l'influence de tous les réalisateurs avec lesquels vous avez pu travailler dans votre travail de réalisateur sur vos propres films? Well, I think I referred to it earlier a little bit, but I mean, I've been lucky, you know, actors, if they have a relatively long career, if they can say they've been in one, maybe two movies, really good movies, they can be happy, you know. Most movies are not good. It doesn't matter what genre, it doesn't matter what country they come from. I would say that 95% of movies are not good, or if they're good, they don't know how to finish them, or they're not well shot, or there's something wrong somewhere. And good movie from start to finish is a rare thing. And if you've been in one or two in your career, you're fortunate. I've been in more than one or two. I've been in more than one or two with David directing. And, you know, when I finally got a chance to direct, it was decades after I wanted to do it, but when I finally found the money and someone said, okay, I'll finance this. I had worked with David by that point 3 times, and also with other directors, men and women from different places with different styles, making different kinds of movies, but the best of them, and no one better than David, know how to make the most of this opportunity to tell a story by communicating well with the crew and the cast, you know, by, as I said earlier, by making it clear from the start that your ideas and your questions are welcome. I may not use them, but they're always welcome. You know, simply that. Quand on a la chance d'avoir, quand on a une carrière qui a une certaine longueur, si on a dans sa filmographie 1 ou 2 bons films, c'est déjà une très grande chance, sachant que je considère que la plupart des films sont mauvais, en tout cas 95% des films ne sont pas bons, ou alors ils ont une fin qui n'est pas aboutie, ou ils ne sont pas bien filmés, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir déjà plus que 1 ou 2 bons films, rien qu'avec David. Et quand j'ai eu enfin, moi, l'occasion, des décennies après avoir commencé à avoir envie de le faire, d'occasion de moi-même tourner, réaliser des films, parce qu'on m'a fait confiance pour le faire,
J'ai eu l'influence de plusieurs réalisateurs, où j'ai vu au travail plusieurs réalisateurs et réalisatrices autour de moi avec des styles très différents, mais les meilleurs à chaque fois arrivaient à tirer le meilleur parti de cette occasion de raconter une histoire en communiquant extrêmement bien avec les équipes et en leur faisant comprendre dès le premier jour que toutes leurs idées étaient les bienvenues, qu'on les utilise ou pas, mais en tout cas qu'ils pouvaient contribuer et proposer des choses et des idées. But the main thing, as far as working with David, is that as an actor, you have to be obedient and inexpensive. Pour plaire à David, il faut être obéissant et cher. I learned that from Viggo too, because Inexpensive. Pas cher, pardon. Obéissant et pas cher. In Toronto, I'm often asked to play in movies. I've acted quite a bit myself. And my strength, I always say, is I am cheap and I am available. And I learned that from Viggo. Et en fait, ça va dans les deux sens parce que c'est Viggo qui m'a appris. Moi, j'ai joué aussi souvent des rôles à Toronto dans des films canadiens. Et donc, je dis toujours que je suis pas chère et disponible. Et ça, c'est Viggo qui me l'a appris. If you haven't seen Falling, I will say that I've never seen a proctologist played with such vigor, passion, and wild abandon. Et si vous regardez mon film Falling, vous verrez que il joue un proctologue et on n'a jamais vu quelqu'un jouer un proctologue avec autant de vigueur, de passion et d'abandon total. I went to Russia to study the What was his name? Je suis allée en Russie pour étudier la façon de travailler des proctologues sur place. Alors sachez, avant de vous donner la parole publique, que nous terminerons cette discussion par un extrait surprise. Ça tombe bien, c'est l'extrait dont vous parlez de Falling avec le proctologue. On va encore prendre quelques questions et après on regardera tous ensemble cet extrait qui est déjà d'anthologie. Bonsoir. Bonsoir. Je suis là. Oui. Je suis là, pardon. Bonsoir. Bonsoir, M. Cronenberg. Vous avez aussi joué un prêtre, je crois, dans un film, Résurrection, je crois. Bon, un film oubliable, pardon. Inoubliable ou oubliable? Oubliable, très oubliable. The movie was forgettable, but I was not. Et une Yes, petite I répétition. played priests, doctors, scientists. A diver you played one time? Actually, yes. But mainly it's that, you know. I guess it's typecasting. And now that I've added proctology to my resume, I can get a lot of work. Donc j'ai joué effectivement des prêtres, des savants, un plongeur, des médecins. Voilà, je suis recrutée sur profil et là maintenant j'ai ajouté le profil de proctologue, donc je vais avoir beaucoup de travail, je pense. Toute petite question à M. Mortensen. Votre dernier film est un très très beau film, vraiment. Donc jusqu'au bout du monde. Jusqu'au bout du monde. The Dead Don't Hurt. Merci. Et on pense à Eastwood qui a eu la chance d'avoir Don Siegel, Léon, on pense à Gibson qui a eu Peter Weir et George Miller. Et on se dit que pour vos films, vous avez eu la chance d'avoir Cronenberg et à quel point ça a influencé votre mise en scène. C'est un peu la même question que tout à l'heure, je sais, mais notamment par exemple la scène où Vicky Krieps subit la gestion de la violence, par exemple. Dans cette scène, à quel point David Cronenberg vous a appris. Du viol. La scène du viol. Well, that's a good point. I mean, that sequence is a case in point. I mean, just in the writing of it, long before we found the money to make the movie and shot the scene, it never varied. That stayed the way it was written, which was, I suppose, one of the things. Well, I mentioned it earlier that I learned from David. Sometimes it's more important what you don't show, especially in a scene like that. I mean, in the scene, which I knew that in the scene that came after it, what you would imagine there had happened,
is much more than if I had spent 2 nights shooting every detail of this violation, of this woman. And so I suppose, yeah, in part it's about, knowing when to pull back and let the audience think. I also think, I like it when the audience, and I think maybe it's true for you too, that the audience participates in the storytelling in a way. It doesn't matter. I think that the first 10 minutes, maybe 15, of any movie, you can do whatever you want. It can be as strange and inexplicable and maybe poorly shot and seemingly badly acted even. What the hell is going on? But as long as 10, 15 minutes in, something starts to function and make you interested, and not everything is explained, so but you're interested enough that you start filling in the blanks and telling the story, Sometimes one sentence or one look from someone tells you a lot about the relationship these people have without having to show the previous scenes, and I know it's a lot to translate, but one last thing in that regard, it reminds me of something that I heard Agnès Varda say one time. And I was lucky to meet her, and I was on an airplane flight with her, and she said, "So what are you doing?" I was sitting next to her daughter, who kindly offered me to change seats with her so that I could sit with her. And she said, "What are you doing now? What are you playing next?" And I said, "Well, actually, I'm going to try to direct my first movie." "Oh, okay, good. Well, don't show the audience anything." And I said, "Okay." I didn't really know what she was saying. And I finally said, "Well, it's a visual medium." "What do you mean?" She said, "Make the audience want to see things. Don't show them." And that was a great piece of advice, and it was very much in line with what I've learned from David in the doing and watching him doing it. But she put it into words very concisely. So, yeah. Oui, ça revient à l'écriture. Je savais très bien ce que je voulais en faire, et en ayant appris de David que l'importance c'était ce qu'on ne montre pas. Et je savais que dans la scène qui allait suivre, ce que le spectateur allait imaginer de ce qui s'était passé dans cette fameuse scène serait beaucoup plus fort si le spectateur l'imaginait que si je l'avais tourné, si j'avais passé de nuit à tourner cette scène de violence sexuelle. Donc j'aime bien aussi toujours prendre un petit peu de champ par rapport à ça. Et j'aime bien, je pense que c'est aussi le cas de David, que le spectateur soit un peu acteur du film, qu'il s'implique dans l'histoire, parce qu'un film peut avoir ses 10 ou ses 15 premières minutes avec pas mal de défauts, ça peut être parfois un peu maladroit, mais si on est captivé par quelque chose et que tout n'est pas expliqué, le spectateur va avoir envie de s'investir, de combler les lacunes ou les ellipses, et une seule réplique, parfois on dit très très long, sur un personnage ou sur une situation, sans avoir à montrer l'avant ou l'après. Et c'est Agnès Varda, avec qui j'ai eu la chance de discuter un jour dans un avion, qui m'a demandé sur quoi je travaillais. J'ai dit que j'allais réaliser mon premier film, et elle a dit bon, alors très bien, mais donc ne montrez rien au spectateur. Alors je lui ai dit, j'ai pas très bien compris. Je lui ai dit, c'était quand même un art visuel, qu'est-ce que vous voulez dire? Et elle m'a dit, il faut donner envie au spectateur de voir les choses. Et c'était un excellent conseil, c'était tout à fait cohérent avec ce que j'avais vu David faire, mais elle l'a mis en mots de façon comme ça, extrêmement concise. Bonjour. Merci pour votre présence. On vit une très belle semaine à la Cinémathèque. Et j'ai découvert hier History of Violence, qui pour moi était un très gros choc. Enfin, je considère que du coup c'est un très très grand film. Et j'ai l'impression que Viggo Mortensen, vous faites passer énormément de choses à travers le regard dans ce film. Et en fait, ça m'a rappelé un peu votre rôle dans Le Seigneur des Anneaux, où on parlait des personnages qui échappent à leur identité, qui cachent leur identité. Et dans Le Seigneur des Anneaux, justement, il y a beaucoup de scènes où on vous voit méditatif, réfléchir, et on voit un regard peuplé de passé, de fantômes. Et je me demandais si c'était justement ce regard d'entre les mondes qui avait intéressé David Cronenberg pour travailler avec vous.
Je pense pas qu'il avait vu. Je sais pas. On va voir. No. I don't think it's seen it, right? I don't think I had actually even seen it at that point. Seriously. But I had seen Viggo in several other things. Witness was the first thing, and then the one with Michael Douglas. Perfect Murder. Yeah, Perfect Murder. And then also he was cheap and available, so And obedient. and very obedient. Non, je pense qu'à l'époque, j'avais pas vu ces films, mais je l'avais vu dans d'autres films, comme Witness ou Meurtre parfait, c'est ça c'est Ah, non, Perfect Murder, c'est ça Et encore une fois, il n'était pas cher, disponible et docile. On va encore prendre une ou deux dernières questions et puis après on va regarder l'extrait. Bonjour, ici. Bon, merci déjà d'être là, c'est un honneur. Où êtes-vous? Ici. Bonjour. Pour revenir au film Les Promesses de l'ombre, si vous pouviez dîner avec Nikolai aujourd'hui, quel conseil de vie ou qu'est-ce que vous pourriez lui dire finalement? Voilà. Pour vous aider, j'ajouterai à la fin du film, il y a un dernier plan sur lui. La caméra avance sur lui. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire qu'à la fin, il a réussi son coup et qu'il a tout perdu? Il reste beaucoup à faire. Mais la question, qu'est-ce que je dirais à Nikolai aujourd'hui? Je dirais Slava Ukraine. Oui, allez-y. Et je crois il serait d'accord avec moi, honnêtement. And I think he would agree. I would say, long live Ukraine. That's what I would say to Nikolai. If I had to say something to Nikolai today, I would say, Slava Ukraine, Heroim Slava. And I think he would agree. There is a Ukrainian character in our movie, and she speaks a couple words of. She uses an expression that's Ukrainian, and he realizes and asks her, I said, "You're from Ukraine." Well, not that matters. Et on comprend dans le film que la prostituée ukrainienne, il l'a sauvée. Ouais. Je ne sais pas si vous le souvenez. Voilà. Il la sauve, en fait. Oui, dernière question. Oui, bonjour. Où êtes-vous? Là. Ici. Voilà. Pas loin de votre question. Bonjour. Je me demandais si maintenant que vous avez commencé à réaliser, et on le voit aussi dans ce que vous avez discuté plus tôt, que vous vous impliquiez vraiment dans votre rôle d'acteur et que vous donniez des conseils, vous participez aussi vraiment activement à la réalisation du film. Je me demandais si maintenant, avec le recul d'avoir eu les deux rôles, vous préfériez le rôle de réalisateur ou d'acteur et sur la suite de votre carrière, ce que vous alliez privilégier. Well, first of all, I didn't find it that different because I've always been, fortunately David seems to be okay with it, but maybe some directors don't like it. I'm nosy and I'm always like to be around the set. I'm curious about how the whole story is told, how it's photographed, how it's written, why the color red, why this. I like to see how a story is being told. I've always been that way as an actor, kind of maybe not meddlesome, but curious anyway. And so when I went to direct, to prepare the shoot, and to then do it, it didn't feel very different. It felt like this collaborative effort to tell a story. I suppose the one difference was that instead of me asking lots of questions, I was the one being asked questions by lots of people. How we do this, and what do you want to do, and, But otherwise, it felt similar. So I've always liked the collective effort of telling a story.
what is the other actor doing, and that affects me, and what I do affects them, and so forth. How is it being shot? How is it being lit? That tells you something else about the character, etc. I think, I mean, to be honest, I would, if I had a choice, tomorrow you can direct or you can act, I would rather direct. Je me suis rendu compte que c'était pas si différent être acteur et être réalisateur. Moi, alors David a toujours accueilli ça chez moi, mais moi j'aime bien mettre mon nez un peu partout. Je suis très curieux, j'aime bien comprendre comment un plan est composé, comment est la photo, l'écriture. J'ai toujours posé beaucoup de questions. Et en préparant mes tournages et en tournant mes films, je me suis rendu compte que c'était ce processus collaboratif, il reste. Dans l'idée de raconter une histoire, de se mettre tous ensemble pour raconter une histoire, mais sauf que la seule différence peut-être c'est que cette fois c'est à moi qu'on pose des questions, mais j'ai toujours en tête, c'est toujours ce travail collectif qui m'intéresse. Mais je crois que si on me demandait là, si j'avais le choix aujourd'hui, je choisirais la réalisation. David et Viggo, il nous reste 3 petites choses à faire. La première, c'est de vous remettre au nom de la Cinémathèque française une plaque qui vous rappellera que derrière l'un de ces fauteuils de la salle Henri Langlois, il y aura votre nom inscrit et les choses sont bien faites. Je pense que ça sera un fauteuil à côté de celui de David Cronenberg. La deuxième chose, c'est au nom de toute la Cinémathèque française, du président Costa-Gavras, de Frédéric Bonnaud, directeur de la Cinémathèque, et de nous tous, de vous remercier l'un et l'autre du temps que vous nous consacrez, et vous d'être venus de chez vous pour dire bonjour à David, à la Cinémathèque française. Merci, un grand merci à vous deux. Peut-être place au proctologue. Expliquons juste que dans Falling, vous jouez un homosexuel qui doit amener son père chez le proctologue et ce père est homophobe. Voilà. On regarde l'extrait et encore merci. Merci à vous. Years ago, he had approximately 4 inches removed from his colon. Almost 6 years, actually. A lot of good that can't even get to half-mast anymore. And when was the last time you were examined? Examined? You might as well cut the damn thing off for all the good it does me now. Not since then. Mm-hmm. Has he had a colonoscopy since the operation? No. Yeah. If I could ask you, please, Mr. Peterson, to lie on your side, facing away from me. Lie down on your side, roll over, facing away from me. Very good. Okay. Christ. Please relax, sir. I'm going to check your prostate, strictly routine. For you, maybe. Don't let my son get anywhere near my asshole. He's liable to get excited. Mr. Peterson, to do a little probing will be slightly uncomfortable, but it won't take long. Just a finger, please. I'm too old for any real action. Breathe easy, just relax. Easy for you to say. Find anything you like? Not yet. Maybe you should try my son's. There's probably a party going on in there. There is a little swelling. It's nothing personal, Doc.
You may sit up now and get dressed. How long will your father be visiting? About a week, maybe a little longer. No, I'm not. We should get his colonoscopy done as soon as possible. Yeah. Just a moment. I'm going to check my schedule, and I'll see if we can fit you in this week. I'll be right back. I'll be goddamn if I'm gonna let them poke around in there again. Last time they almost killed me. You need to do it, Dad. It's important. Not here. I'm not letting some California fairy up my ass. What the fuck are you doing in here? Yeah, Eric's trying to help. Son, I really don't need your help. Stop trying to run the show.